La solidarité exprimée ce jour-là a révélé une fracture monumentale entre la perception internationale et la réalité du terrain. Alors que certains médias occidentaux s'obstinent à utiliser le terme de junte, les rues de Niamey hurlaient le mot légitimité, car la légitimité dans le Sahel de 2026 ne se trouve plus dans un timbre apposé par une organisation lointaine, mais dans le sang versé et dans le soutien indéfectible de ceux qui subissent les conséquences de la guerre. La tension est montée d'un cran lorsque les détails sur la provenance des mercenaires ont commencé à fuiter. L'idée que des bases arrières puissent être installées chez des voisins, chez des frères de sang, comme au Bénin ou en Côte d'Ivoire, a provoqué une onde de choc émotionnel. C'est le sentiment d'une trahison familiale doublée d'une manipulation impérialiste. Le général Tiani a brisé le silence pour offrir la parole à ceux qui n'ont jamais été consultés. Il a transformé cette attaque en un tribunal à ciel ouvert où le procureur et le peuple nigérien et les accusés sont les tenants de l'ancien monde. Pourtant, au milieu de cette indignation légitime, une étrange sérénité se dégageait des rangs de l'armée. Le soutien des partenaires russes présents dès les premières minutes de l'assaut a renforcé cette idée qu'un nouveau monde multipolaire est en train de naître, un monde où les chaînes de l'influence unique sont définitivement rompues. La lumière de la vérité commence à percer les ténèbres des opérations spéciales, mais alors que Niamey pense ses plaies et que les enquêtes se poursuivent dans les cellules de haute sécurité, une menace plus insidieuse commence à se dessiner, car au-delà des accusations politiques, c'est toute l'architecture économique et sociale du pays qui est désormais dans le viseur de ceux qui ne supportent pas de voir le Niger marcher seul, car l'attaque de l'aéroport n'était que la partie visible d'un plan bien plus vaste visant à asphyxier le Niger de l'intérieur en utilisant l'arme la plus cruelle de tout l'isolement diplomatique et le sabotage économique. Lorsque les échos des explosions s'éteignent, une autre réalité plus silencieuse mais tout aussi brutale s'installe dans le quotidien des Nigériens. Un aéroport pour une nation enclavée au cœur du Sahel n'est pas seulement une piste de béton, c'est un poumon, c'est le lien vital qui relie Niamey au reste du monde alors que les frontières terrestres comme celle de Gaïa avec le Bénin sont verrouillées par des tensions politiques qui semblent insolubles. En visant l'aéroport international du Riamani, les assaillants ne cherchaient pas seulement à détruire des machines, ils cherchaient à asphyxier tout un peuple. Les conséquences économiques et économiques immédiates sont lourdes. Le fret aérien, les médicaments, les pièces de rechange essentielles à l'industrie nationale, tout ce qui transite par les airs a été suspendu dans les heures qui ont suivi l'attaque. Pour le citoyen ordinaire, celui dont les mains calleuses travaillent la terre ou animent les marchés de la capitale, ce sabotage est perçu comme un crime contre son droit à la vie. Il y a une amertume profonde, un regret face à cette fraternité régionale brisée, mais ce regret se transforme instantanément en une volonté de faire. Car au-delà du coût matériel, ce qui s'est joué cette nuit-là, c'est la consolidation définitive de la souveraineté Niger. Prenons un moment ici, non pas pour courir vers la suite, mais pour donner nos remerciements. Écrivez un commentaire avec un simple merci à l'esprit de souveraineté lui-même. La gratitude n'est pas une formalité, c'est une reconnaissance, c'est la dignité exprimée en mots. Lorsque vous ajoutez votre voix de remerciement, vous ne faites pas seulement interagir avec une vidéo, vous vous tenez en solidarité avec une histoire de liberté et de fierté. Alors, avant de continuer, profitez de cette pause pour commenter votre merci. Ensemble, ces mots deviennent un phare qui brille bien au-delà de l'écran. Sur le plan politique, l'attaque a agi comme un accélérateur de réformes sécuritaires. Le gouvernement de transition a immédiatement compris que la menace hybride exigeait un durcissement des protocoles. On assiste aujourd'hui à une surveillance accrue des zones sensibles, à une refonte du renseignement intérieur et à une implication plus directe des populations dans la vigilance citoyenne. Le timbre de l'autorité de l'État s'est fait plus ferme. Chaque signature officielle, chaque décret sécuritaire est désormais perçu non pas comme une contrainte mais comme une armure nécessaire contre l'ingérence. Mais ce durcissement n'est pas sans risque. Il oblige le Niger à vivre dans un état de siège intellectuel et sécuritaire permanent. Le dialogue avec certains voisins est devenu un désert diplomatique. Pourtant, cette solitude apparente est vécue par Niamey comme une phase de purification nécessaire. On ne négocie pas sa survie avec ceux qui hébergent vos agresseurs. La loi du pays est redevenue la seule torche qui guide les décisions loin des injonctions des capitales lointaines. L'impact sur la psychologie nationale est fascinant. Là où les instigateurs espéraient semer le doute et la division, ils ont récolté une unité sacrée. Les clivages s'effacent devant l'urgence de protéger la patrie. La jeunesse nigérienne en particulier voit dans cet échec des mercenaires une preuve supplémentaire que l'ère de l'impunité est terminée. Ils ne voient plus leur pays comme une victime, mais comme un acteur de sa propre sécurité. Ils ont compris que les chaînes de la dépendance sécuritaire ont été brisées par la puissance de leur propre armée.
Pensez-vous que cette pression constante sur le Niger finira par souder l'ensemble des pays du Sahel en une seule nation imprenable, ou est-ce que le début d'un isolement trop lourd à porter pour l'économie régionale? Votre avis est essentiel pour comprendre l'ampleur de ce mouvement. L'attaque a laissé des cicatrices sur le béton de la Baïse Santin, mais elle a gravé dans le cœur de chaque citoyen une certitude: le chemin vers l'indépendance totale est pavé d'épreuves, mais aucune explosion ne pourra éteindre la lumière de la détermination retrouvée. Car tandis que Niamey renforçait ses verrous intérieurs, les regards se tournaient déjà vers l'horizon international, là où les grandes puissances calculaient avec une froideur inquiétante le coût de leur prochain échec au Sahel. Au-delà des frontières de sable du Niger, l'onde de choc de l'attaque de Niamey a fait vaciller les certitudes des chancelleries internationales. Le monde n'a pas seulement observé une escarmouche nocturne, il a été le témoin du craquellement d'un ordre géopolitique centenaire. Pour les grandes puissances, le Niger n'est plus ce pion docile sur l'échiquier de l'uranium, mais un acteur imprévisible qui a l'audace de nommer ses agresseurs devant le tribunal de l'opinion mondiale. La réaction de Paris entre déni outré et silence pesant révèle une incapacité à lire la nouvelle grammaire du Sahel. Lorsque Niamey évoque l'implication d'éléments rappelant les méthodes de la Légion étrangère, ce n'est pas seulement une accusation technique, c'est une dénonciation de la persistance des guerres hybrides et du mercenariat d'État. Pour l'ancienne métropole, perdre le contrôle de la narration sécuritaire à Niamey, c'est perdre la clé de voûte de son influence en Afrique de l'Ouest. Les médias internationaux, souvent prompts à relayer les versions officielles des ministères occidentaux, se retrouvent face à un mur de preuves et de détermination populaire qui contredit leurs analyses habituelles. De leur côté, les États-Unis observent ce séisme avec une prudence pragmatique. Entre la défense de leurs intérêts stratégiques et la nécessité de ne pas s'aliéner totalement, les nouvelles autorités de l'Alliance des États du Sahel-Washington jouent une partition complexe. Ils voient dans l'échec de cette attaque la preuve que la supériorité militaire ne dépend plus uniquement de l'onction de l'OTAN, mais d'un nouveau partenariat où la Fédération de Russie et d'autres puissances émergentes offrent des garanties de sécurité plus directes et moins conditionnées.